Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on va parler NBA. Normalement au moment où la vidéo sort, la saison NBA a déjà commencé. Je suis désolé, je suis pas encore assidu, mais je vais faire tout pour me rattraper. Et du coup on va faire la deuxième partie des previews NBA. Normalement si tu as vu la vidéo, tu dois être assez familier avec le concept. Je te le mets en fiche ou dans la description, bref, va fouiller, c'est facile de trouver. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers, un petit rappel direct s'impose. Du coup, les catégories sont la draft 2025. Le but, c'est de tanker, être le plus nul possible pour récupérer un haut choix de draft, peut-être récupérer Nolan Traoré ou encore Cooper Flag. Le ventre mou, on ne sait pas trop ce que vous faites. Vous êtes trop fort pour pouvoir tanker et vous n'êtes pas assez fort pour pouvoir faire un vrai truc en playoff. Du coup, on ne sait pas. Le play-in, c'est souvent là qu'on retrouve les équipes en développement qui essaient de progresser. Donc le but, c'est d'être entre la 6e et la 10e place. Et après, advienne que pour les playoffs, donc on s'est dépatouillé du play-in où on a été entre la première et la 6e place et c'est là que tout commence, c'est là que l'histoire s'écrit, c'est là que l'histoire des franchises commence réellement à prendre une importance. Les contenders, ceux qui peuvent gagner le titre, mais s'ils le gagnent pas, c'est pas grave, c'est vraiment les équipes qui ont une fenêtre de 2-3 ans, ils sont pas assez forts pour écraser la concurrence, mais s'ils le gagnent, c'est pas choquant, ils ont bien bossé, ça fait un moment qu'ils flirtent avec cette odeur, donc pour finir, on a les favoris. Pour eux, c'est le titre ou rien. Ils sont déjà extrêmement bien cotés du côté des bookmakers, donc il n'y a pas de raison pour qu'ils l'aient pas. Et s'ils l'ont pas, il faut tout casser, reconstruire, partir sur un nouveau projet pour essayer de l'obtenir dans l'avenir. Du coup, pour les règles, ça c'est fait. Du coup, pour le moment, la tier list ressemble à ça. Brooklyn, Charlotte et les Pistons pour la draft 2025. Chicago dans le ventre mou. Au play-in, on aura Atlanta, Golden State et Houston. Pour les playoffs, les Cavs, Indiana, Los Angeles Lakers, les Clippers et Memphis. En contenders, on a Dallas et Denver. Et seul favori, on a les Boston Celtics. On a fait un peu de pub pour la dernière vidéo. On a fait le rappel de la tier list. Tu connais les règles. C'est parti. Bon, les miracles, ça arrive pas chaque année. L'année dernière, ils ont été 8e et sont allés jusqu'en finale NBA. Une première, quelqu'un qui va du play-in et qui défonce tout en étant le 8e side. Ça n'arrive pas normalement. Ça n'arrive vraiment pas. Cette année, est-ce qu'ils ont réussi à faire le coup? Non. À un moment, un miracle, ça arrive une fois, pas deux. Faut pas déconner. Le Heat finit 7e. Encore une fois, Eric Spoelstra arrive à bricoler avec Bam Adebayo, des joueurs que l'on connaît pas, et les différentes blessures. Et cette fois, Jimmy Butler se blesse au play-in. Du coup, quand il arrive en play-off, il rencontre Boston. Tu le sais, Boston, ils ont roulé sur tout le monde. Donc, 4-1, merci, bonne soirée. L'été du 8 a été assez calme. On re-signe Bam Adebayo, mais Jimmy Butler, lui, n'est pas prolongé. En même temps, Pat Riley n'a pas apprécié que Jimmy Butler parle beaucoup, alors qu'il n'était même pas en forme sur le terrain. À un moment, tu veux montrer des choses, sois en forme, joue. Si t'es blessé, tu fermes ta gueule. C'est sa règle. Et peut-être aussi que l'histoire entre Jimmy Butler et Miami arrive à son terme parce qu'on a toujours cette sensation qu'il ne se donne pas à fond en saison régulière et attend les playoffs pour tout dévoiler. Sauf que ça ne suffit pas. Il l'a déjà fait une fois. Est-ce qu'il va le faire chaque année? En plus, il commence à devenir vieux. Est-ce qu'on va lui donner le max ou non? En même temps, c'est la dernière année de contrat de Jimmy Butler. On sait ce que ça veut dire. Il va tout donner. Il va lui rappeler à la ligue qui il est pour attirer les autres franchises et peut-être récupérer le dernier gros contrat de sa carrière. La question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que Miami, petit à petit, ne glisse pas vers le ventre mou? Parce qu'on a un peu du mal à voir vers où la franchise se dirige. Et en plus de ça, Jimmy Butler, on le garde et on le re-signe à la fin de l'année parce que c'est une blague de pas trailer, ou on le trade en milieu de saison pour récupérer un max d'assets. Je sais pas, moi j'ai pas les réponses, mais le Heat, moi je fais pas l'erreur, je le mets directement en playoff. Non, le coup de je les sous-estime et ensuite ils vont nous montrer que on a déjà fait l'erreur, on n'est pas naïf ici. Mais encore une fois, j'ai hâte de voir comment le cas Jimmy Butler va se résoudre dans les coulisses. Ils ont eu 3 coachs en un an. Mac Budenholzer, Adrian Griffin et Doc Rivers. Qui fait ça? Les Bucks cette année, c'était n'importe quoi. Giannis a commencé à chialer, on lui a offert Damian Lillard. La contrepartie, il faut perdre Jrue Holiday. Est-ce que tu gagnes un pouvoir offensif? Tu le perds côté défensif. Le souci, c'est que autant Giannis fait du Giannis, autant Lillard, c'est une pâle version de lui-même. Le départ à Portland, c'est compliqué. C'est quand même le joueur plus emblématique de la franchise. Le divorce, il est quand même difficile, même s'il s'est fait à l'amiable. Et derrière ça, il a quand même des problèmes de divorce à traiter, ce qui fait que la saison, elle est coup-ci coup-ça quand même. Mais il n'y a pas cette alchimie que tout le monde voyait sur le papier. Et ça dérange. Du coup, au niveau de la trade deadline, avec 70% de victoire, les Bucks choisissent de virer Adrian Griffin et de mettre Doc Rivers.
suis désolé. Mais en même temps, le Doc, c'est un gars, il a gagné un titre en 2008 et depuis, il surfe dessus. Avec les Clippers, il a rien montré. Avec les Sixers, il a rien montré. Et là, on lui redonne un projet comme si ça allait débloquer quelque chose. La preuve, ça n'a rien changé. Il a 47% de victoire. On a changé de coach et on est moins performant avec le nouveau coach. Mais c'est Doc Rivers, c'est un gros nom, du coup, faut pardonner. Est-ce qu'en playoff ça faisait grand chose? Ben non. Giannis se blesse dès le premier tour et du coup les Bucks perdent en 6 face aux Pacers. À l'intersaison, c'est pas beaucoup mieux. Middleton, Lopez, Portis et Connaughton ne sont même pas prolongés. Ce qui fait que le corps, le noyau du projet initial, on leur donne peut-être encore 1 an avant de voir si on réinvestit sur eux ou pas. C'est peut-être la fin d'un cycle. J'espère que le duo Lillard et Giannis va enfin fonctionner à la hauteur de nos espérances et tout péter. Mais perso, je suis un peu pessimiste. Après 5 ans de domination, je sors les Bucks de mon top 3 à l'Est. Je suis désolé, peut-être je me trompe, mais j'y crois plus. Voilà. Faut peut-être des dingueries. Giannis, il est sûrement fort pour faire des dingueries. Bon, ça va aller en playoff, hein, non, faut pas déconner. Je ne mets pas top 3, mais c'est 4e. Mais, voilà. Ça va pas titiller Boston, ça va pas titiller les autres qu'on n'a pas encore cités. Faites-moi mentir. Faites-moi mentir. On peut dire ce que l'on veut, mais les Louis avaient faim cette année. Il a fallu 1 année pour que le projet Twin Towers marche enfin. Je parle de Karl Anthony Towns et de Rudy Gobert, bien sûr. Et ça se voit à travers les stats. C'est la meilleure défense collective de l'année. En même temps, quand tu as Rudy Gobert qui prend pour la 4e fois le titre de défenseur de l'année, c'est la 3e personne à égaler le record all-time pour ce titre avec Dikembe Mutombo ou encore Ben Wallace. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il écrira son nom dans les livres d'histoire NBA. C'est sûr. Ils ont loupé la première place sur la dernière journée. Du coup, ils se retrouvent 3e avec un Anthony Edwards qui défonce tout. Vraiment, c'est un Gog Alpha qui continue à conquérir la NBA par son talent et par son charisme. J'adore ce mec. Et je suis pas le seul, hein. Les pivots adverses aussi, ils l'adorent. Under the backboard. He hit his head under the backboard. Utah. Edwards gets it back and threw it down and one. Si à ça on rajoute que Naz Reid a fini 6e de l'année, vraiment, Minnesota passe une excellente saison et ça depuis très très longtemps. Et en playoff, leur domination continue, ils vont jusqu'en finale de conf. Bon, là ils sont découpés la tête par Dallas en 5 matchs. Mais le plus important, c'est que le projet Twin Towers a été validé. C'est bon, on a dépensé des sous, on a dépensé des nombreux pics et on arrive en finale de conf. Parfait. Maintenant, il faut confirmer. Comment ça se fait qu'on se sépare de Karl Anthony Towns? Je t'avoue que quand j'ai vu ça la première fois, j'ai eu du mal à comprendre. En même temps, c'est normal. On a payé cher pour que ça marche et maintenant, on le retire. C'est pas logique. C'est pas logique. Mais une fois qu'on regarde les coulisses de ce trade, on se rend compte qu'il a été fait surtout pour un point de vue financier. Avant le trade, Minnesota, c'est la 2e plus grosse masse salariale de la ligue, alors que la franchise est la pire franchise en termes de rentabilité. Minnesota, c'est un petit marché. On ne peut pas se permettre de payer des luxury tax, on ne peut pas se permettre de payer des gros joueurs comme ça. Donc, quand on fait un gros move comme ça, soit on l'assume, et eux ne peuvent pas l'assumer malheureusement. Du coup, Kat est envoyé du côté de New York, et on récupère DiVincenzo et Julius Randle. Autant DiVincenzo, c'est un joueur pluggable, on peut le mettre n'importe où, c'est un bon défenseur, c'est un très bon shooter, facile. Julius Randle, lui, en tant que poste 4, il peut jouer au large et laisser ainsi la raquette à Rudy. Même si le trade n'est pas gagnant au début, on peut quand même s'y retrouver sportivement quand on cherche bien. Mais est-ce que Julius Randle va finir la saison? Ça, c'est une autre question. En tout cas, je trouve que ce trade a fait régresser l'équipe, mais je regrette que le projet Twin Towers soit fini au bout d'une année. Vraiment. Ça n'empêche que Minnesota, ça va en playoff. Honnêtement, j'ai aucun doute sur ça. Ils vont continuer à défendre dur. Derrière ça, Ant-Man n'a pas dit son dernier mot. Je suis pas sûr qu'il accepte de régresser sous prétexte que Kat est parti. Ça lui ressemble pas. Lui, il va mettre le bleu de chauffe. Il va taper tout le monde. Et j'ai hâte de voir ça. 70. C'est le nombre de matchs qu'a joué Zion. Et si tu le sais pas, c'est vraiment inespéré. L'année d'avant, il fait une saison à 23 matchs. Pour te dire, Zion et les blessures, c'est une histoire d'amour. Au point que ça fait 5 ans qu'il est dans la ligue, il n'a jamais touché les playoffs. Et en plus de ça, il n'a joué que 44% des matchs auxquels il aurait pu jouer. C'est très peu, surtout quand on est payé comme Zion et qu'on a des attentes et un statut comme Zion. Mais bon, là, Zion, il a joué. Et quand il joue, il déboîte tout. Vraiment, ça régale. C'est le Zanos que l'on voulait voir. C'est le Zanos que la NBA a.
Avec lui, les Pels sont forts et s'installent même dans le top 6. Mais bon, la fin de saison est très compliquée, une défaite et on passe de la 5e place à la 9e et finalement il termine 7e. Ça va jouer les play-in, mais il a une saison très satisfaisante. Si les Pels arrivent à se frayer une place jusqu'au play-off, Zion, lui, il arrive à se blesser au play-in et encore une fois, il n'y atteint pas la section des playoffs. C'est bon, ça devient redondant. On paye, on a acheté des maillots, on vient, on veut le voir jouer en playoff. Donc, je sais pas quelle malédiction il a. Faut qu'il joue en playoff. Ça commence à bien faire. Du coup, les Pels au premier tour, ils se font déboîter par OKC qui n'a pas leur temps et qui ont un projet à valider. Mais bon, cet été, la franchise a été inspirée et ils décident de faire venir des gens de Téméré au détriment de certains role-players. Ça redécale McCollum au poste 2 qui est son poste naturel. Et derrière ça, il y a toujours des soldats tels que Herb Jones, Trey Murphy ou encore Alvarado. Du coup, moi je vois les Pélicans aller en playoff. C'est bon. Ça a assez duré. Il faut que Zion découvre les playoffs. Il faut que Zion nous montre ce qu'il vaut en playoff. On va pas faire les premiers tours chaque année. Non, c'est bon. Par contre, quid de Brandon Ingram? Il est en contrat tir. Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on va le trader? Est-ce que Brandon Ingram et Zion, ça peut enfin marcher comme on désire? On va falloir faire des choix. Bronson est vraiment le patron qu'il pense être. Quand Julius Randle se blesse en février, il prend les clés de la franchise et ça devient du n'importe quoi. Avec ses potes de Villadova, Josh Hart et DiVincenzo, il règne en maître. Les Knicks, ça joue dur. C'est des bagarreurs, c'est des gars de la rue, des vrais thugs. Et en plus de ça, le public adore. Vraiment, l'identité de New York règne en maître au Madison Square Garden et ça fait plaisir. Et en playoff, ça ne fait que confirmer en battant Joel Embiid et ses Sixers après une joute de playoff très disputée où on a fait couler le sang. Et ils s'inclinent en 7 face aux Pacers. En même temps, avec Tom Thibodeau, on tire sur la couenne. Quand t'as des Josh Hart qui fait plus de 42 minutes de moyenne en playoff, c'est même pas lui le franchise player, gros. C'est pas lui. L'intersaison arrive, Bronson ne re-signe pas au max pour laisser un peu de place à l'intersaison. Et avec ça, on fait venir le 4e soldat de Villanova, Mikal Bridges. Vraiment, c'est un super coup. Le gars, en plus, il est déjà de New York, il était juste chez les voisins. Il traverse le pont de Brooklyn. Let's go! C'est limite écrit qu'ils reproduisent la même équipe. Mais bon, la NBA, ça va trop vite. Et avant les matchs de prépa, on a le trade de Karl Anthony Towns pour Julius Randle et DiVincenzo. New York n'a pas bégayé. Ils sont sautés sur l'occasion pour récupérer le gros talent. Ça fait déjà quelques années qu'ils préparent le terrain pour accueillir un gros potentiel. Ils l'ont eu, ils ont sauté sur le coup. Karl Anthony Towns, en plus, il a déjà joué avec Thibodeau, donc il sait comment il coach, il sait ce qu'il va attendre de lui. Derrière ça, Julius Randle ne jouait pas et Mikal Bridges a remplacé DiVincenzo. Limite, c'est parfait. Ils ont juste upgrade. Vraiment, j'ai de très grandes attentes pour New York. Et je pense que je suis pas le seul, mais je vais pas m'enflammer et je les mets contenders. Ils ont ce qu'il faut, ils sont renforcés, ça joue dur, il y a une identité, ils font kiffer. On va voir s'ils peuvent prendre le titre. Mais on va être très confiant sur ça. C'est peut-être la belle histoire de la saison dernière. L'année d'avant, ils étaient 10e de la ligue. Cette année, ils finissent premier. Plus 10 dans la conférence Ouest. C'est du n'importe quoi. Autant SGA, on connaît le talent. Il était déjà top 5 MVP, mais avec l'ajout du rookie Chattelgram qui peut enfin jouer et le glow-up de Jalen Williams, vraiment l'équipe prend une toute autre tournure. On sent que la continuité, ça leur a fait du bien. Derrière ça, le Thunder, c'est dur au mal, ça joue bien, c'est létal. Ils n'ont pas vraiment de deuxième option, ça ne l'empêche pas de jouer un magnifique basket. Et ils finissent premier de la conférence Ouest. Je le répète, c'est incroyable. Après avoir mis une PC aux Pélicans, ils sont tapés à Dallas en 6. L'histoire finit un peu de manière prématurée, mais le Thunder est en avance sur sa timeline. Et quand je dis en avance, ils sont très en avance. Et pour compléter tout ça, à l'intersaison, ils s'octroient les talents de Caruso, qu'il récupère des Bulls à la place de Josh Giddey, et de Isaiah Hartenstein, qui a fait des magnifiques playoffs du côté des Knicks. Si je résume bien, profondeur de banc, ils l'ont. Stabilité, c'est le même groupe depuis un petit moment. Expérience, quand tu as eu un pivot qui a connu une belle saison de playoff et derrière ça, Caruso qui est quand même champion NBA avec les Lakers, tu as peut-être cette petite dose, ce petit truc en plus qui permettra à l'équipe de passer un step. Et surtout, ils sont ultra jeunes. L'année dernière, c'est l'équipe la plus jeune de NBA. Donc, leur progression n'a donc pas encore de limite. Il faudra juste suivre l'évolution de Jalen Williams et de Chattelgram ou encore un autre joueur s'ils arrivent à sortir un du panier. Bref, OKC, c'est les favoris à l'Ouest. Ils ont tout en stock. De la défense, de l'attaque, du jeu mid-range. Ils ont plusieurs bons potentiels. C'est un groupe qui se connaît bien. À eux de nous prouver qu'on peut vraiment croire en eux.
Est-ce que ça serait pas au tour de Magic de devenir la première franchise de Floride? C'est quand même la deuxième défense de la NBA, vraiment un mur de fer. Personne ne va à Disney sans payer la taxe. Le problème d'Orlando, c'est l'attaque. Même si Pablo Banchero a le calibre star et Franz Wagner est un petit génie. C'est sympa, mais ils sont un peu trop seuls en termes de talent et de création pour les autres. En plus de ça, ça manque d'un meneur stable. Du coup, Orlando s'amuse à jouer les troubles faites et mène la vie dure aux Cavs qui devront s'en dépatouiller en 7 matchs. C'est pas grave, le projet prend forme, il y a des jeunes, la direction est annoncée, il n'y a plus qu'à travailler et continuer à se développer. Mais du coup, on prend encore de l'avance sur la timeline. Du coup, l'été est assez calme, on prolonge les frères Wagner, Franz lui prend 224 millions sur 4 ans, la daronne à l'abri, tu connais. Et on prolonge aussi Jonathan Isaac. Quand il est sur 2 pieds, il donne des cauchemars aux meilleurs attaquants de la ligue. Faut pas l'oublier ça. À ça, on peut ajouter que KCP arrive du côté d'Orlando. C'est quand même un double champion, une fois avec les Lakers dans la bulle et une fois avec Denver en 2023. Et du coup, il va apporter son expérience, stabiliser l'effectif, il va permettre de grandir et de s'élever à d'autres niveaux. Donc, le Magic pour moi, il faut que ça aille en playoff. Si on veut confirmer, on y sera une confirmation, il faut aller en playoff. Peut-être par un casse-play, peut-être, mais il faut aller en playoff. Il y a peut-être un petit accident parce que les Sixers l'année dernière, c'était un peu faible. Là, faut performer. Derrière ça, ils vont être attendus. On le sait, en NBA, quand t'es une surprise, tout le monde se fait avoir. Par contre, l'année 2, t'as attendu, t'es scouté. Est-ce qu'on va pouvoir confirmer? Là est la question. Bon, Joel Embiid, c'est mon gars, mais tâchons d'être objectifs quand même. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Avant sa blessure début février, Joel Embiid, c'est un monstre. Il tourne à 35 points. Il est MVP assuré. Vraiment, sa relation avec Nick Nurse, incroyable. Le départ de James Harden a été digéré de manière magistrale. Et derrière ça, Maxey s'éclate. Il est la seconde option que l'on pense être, dynamique, jeune, ça court, et quand tu arrives sur demi-terrain, tu as Joel Embiid qui provoque soit des fautes, soit il est juste indéfendable. Bon appétit et bonne chance. Mais comme je t'ai dit, ça c'était avant sa blessure. Il essaye de faire le max pour revenir pour les playoffs, derrière ça l'équipe commence à dégringoler petit à petit vers la 7e place. On sort du play-in et pour le premier tour, pour un peu se remettre en jambe, Joel Embiid joue les Thugs, les gars les plus durs de NBA actuellement, les New York Knicks. Et après une épopée héroïque où le sang a coulé, eh ben ils sont inclinés en 6 matchs. Au moins Embiid, il a été vaillant, ça je peux pas lui en reprocher. Il a pas toujours été cool, il a été un peu dirty. Moi j'aime ça, je suis désolé, moi j'aime ça. Désolé. En fait non, je suis pas désolé. Mais du coup cet été, eh ben on récupère Paul George. Je ne sais pas par quel miracle, je sais pas pourquoi, je me pose pas autant de questions. Paul George vient du côté de Philadelphie. Ça veut dire qu'on a un monstre à 3 têtes maintenant. Embiid, Paul George et Maxey. Derrière ça, l'effectif est dense et contient plein de role-players qui savent faire le boulot. Que des vétérans et ça fait plaisir. Pour moi, et en même temps je dis pour moi, c'est peut-être la meilleure équipe construite autour de Joel Embiid depuis Jimmy Butler. Donc vraiment, si on fait pas quelque chose avec, si Joel Embiid n'arrive pas à arriver à cette finale de conf tant attendue, on peut rien faire. Et ça sera le flop que tout le monde pense. Et moi, je pense pas. Moi, je pense vraiment pas. Du coup, j'ai failli oublier. Quand on a le droit de faire ce genre d'action... Yabusele. Lovely little dummy. Yabusele! On LeBron James! Wow! Et bien, des franchises NBA qui se disent, on va pas passer à côté. Du coup, Guerschon Yabusele renforce l'effectif des Sixers. Et vraiment, c'est pas pour me déplaire. On le connaît, c'est quelqu'un qui est très très fort au niveau de l'Euroleague. En équipe nationale, c'est vraiment la valeur sûre, si ce n'est pas le meilleur joueur depuis un petit moment. Et là, avec un Joel Embiid qu'on essaye de protéger pour arriver à 100%, c'est parfait. Du coup, pour moi, les Philadelphia Sixers, c'est minimum contender. On est à l'Est, il y a de la place. Ils sont minimum top 3. Ce n'est pas négociable. Le problème des Sixers, c'est qu'il faut qu'ils soient à 100% en arrivant en playoff. Zion, on le taille parce qu'il en fait pas. Embiid, on va pas continuer à le protéger en disant « Ouais, mais il est blessé. Ouais, arrête d'être blessé, gros. C'est bon. Fais ce qu'il faut. Si ça se trouve, ne joue pas les 10 derniers matchs. Prends 2 semaines avant les playoffs, mais sois à 100%. Je veux que tu démontes des mamans en playoff et qu'on fasse taire tous ces jaloux. » Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Paul George, c'est pareil. Commence pas à faire des dingueries. Vous êtes prévenus. Si on dit dans Touquet, c'est forcément l'équipe qui gagne le titre. KD, Booker, Bill. T'as 3 superstars. Tu gagnes le titre avec ça. Offensivement, c'est létal. C'est tous des joueurs qui peuvent jouer des 1 contre 1. Facile.
si on était dans Touquet. Parce que l'an dernier, cette équipe est vraiment ultra frustrante. C'est chiant. Déjà, il a fallu attendre mi-décembre pour avoir Bradley Beal. Il était blessé. KD et Booker, ça marche bien. Derrière ça, on a Grayson Allen qui est fiable. Dès que tu rajoutes Beal dans l'équation, ça c'est plus joué. Parce que 3 superstars, c'est compliqué. Il en faut une qui se sacrifie. Derrière, les 3 ont plus ou moins le même profil. On demande à Booker de mener la balle, alors que c'est pas son cœur de métier. Derrière ça, KD n'est plus non plus un joueur qui te permet d'arriver jusqu'au titre par ses propres moyens. L'alchimie a du mal à prendre avec les 3 superstars. Dès qu'ils sont 2, c'est cool. Dès qu'ils sont 3, Du coup, on arrive en playoff sans grande garantie. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Et quand ils tombent contre Minnesota et les tours jumelles, nous, on se dit, ça va le faire. C'est le moment où ça va cliquer. Normal. Frank Vogel, il va mettre des trucs en place. Let's go. Ils se font démonter 4-0. Coup de balai. Bref, du coup, quand tu pars à Cancun de manière prématurée, on remercie le coach. Frank Vogel n'a fait qu'1 an, bye bye, et on laisse place à Mike Budenholzer, l'ancien coach des Bucks. On a espoir qu'il puisse faire quelque chose. Il a pris 1 an de vacances, il a pu se reposer. Normalement, il y a des frais dispo. Hâte de voir ce qu'il va mettre en place pour pouvoir faire tourner la machine. Le problème, c'est que tu n'as pas de flexibilité. C'est déjà la première masse salariale de la ligue. Avec KD, Booker et Beal, tu as plus de 150 millions dans ta masse salariale. C'est déjà plus que Orlando, Utah ou Détroit pour l'ensemble de leur équipe. Et ça, tu as ça sur 3 joueurs. Derrière ça, le joueur le plus transférable, normalement, c'est Bradley Beal. Tu vas pas te séparer de Booker et tu vas pas te séparer de KD non plus. Sauf que Beal, il a une autre trade clause. Donc, tu peux pas l'envoyer comme ça tant que lui ne décide pas. Et Beal, il a pas envie de partir. T'es dans la merde. Du coup, t'es dans la merde. Tu dois forcément composer avec ces 3 stars. Sauf que tu n'as pas d'argent pour prendre quelqu'un pour pouvoir fluidifier. Du coup, tu te débrouilles un peu. Ils ont réussi à trouver quelques petites solutions à la main. Et on va essayer de faire la magie juste avec du coaching. Du coup, personnellement, les Suns, c'est une équipe qui va être play-in, play-off. Moi, je mets play-off parce que quand même, quand tu as ces 3 stars-là, tu dois être, t'es dans le top 10. Tu vas en play-off, c'est sûr. Tu vas au play-in, tu vas te débrouiller pour aller en play-off. Par contre, est-ce que tu vas aller plus loin que le premier tour de play-off? Ça, c'est une autre question. Mais tu vas y aller. L'équipe, pour moi, là, n'a pas d'avenir. Tant que tu as les 3 sur cette forme-là, tu n'as pas d'avenir. Il faut mettre un autre joueur. Ou à ce moment-là, Mike Budenholzer faire de la magie. Et je suis chaud pour voir qu'est-ce que ça peut donner dans ce cas-là. 21 victoires. En même temps, c'est normal. Ils viennent de perdre Damian Lillard. C'est quand même l'icône et le meilleur joueur de la franchise de Portland. Je peux pas leur vouloir de devenir nul cette année. Et en plus, on est dans la conférence Ouest, faut pas déconner. Donc, malgré un Scoot Anderson, DeAndre Ayton ou d'autres petits jeunes, ça va tanker. Mais la désillusion est totale parce qu'en plus de finir dernier de l'Ouest, ils n'ont que le 7e choix de draft. Oh là là, si c'est pas de la loose ça, déjà que t'es dernier, en plus t'as pas un beau choix de draft. Bon, heureusement que la draft est annoncée comme faible, mais ça j'attends quand même de voir. La bonne nouvelle c'est que cet été on a Davy Aldija qui arrive du côté des Trail Blazers. Et ça c'est cool, vraiment c'est un poste 3 en devenir, il montrait de bonnes choses du côté de Washington. Avec un environnement où on se cherche encore, pourquoi pas? Du coup, Portland c'est une équipe jeune qui va tanker et le but c'est de trouver une hiérarchie avec les jeunes. Savoir sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas compter, qui va être le leader de cette franchise et vers qui on va essayer de tourner. Mais tant qu'on n'a pas ça, on tank et on verra ce que ça donne la semaine prochaine. On sort quand même de Light the Beam. Tu sais, ce rayon lumineux qui sort du dôme à chaque fois que les Sacramento gagnent un match. Et en 2023, c'était la première fois qu'ils retournaient en playoff après 2006. Ils avaient créé la surprise et c'était juste incroyable leur épopée. Mais du coup, ils se sont plus confirmés. Avant, ils étaient à 48 victoires et dans le top 5 de l'Ouest. Cette année, ils sont à 46. Le bilan est plus ou moins équivalent. Le problème, c'est que 46 victoires cette année, ça veut dire que t'es 9e. J'ai dit que l'Ouest était compétitif. Au point qu'ils n'arrivent même pas à se sortir du play-in. Merci les Pels. Mais pourtant, la saison n'a pas été creuse. Sabonis est le roi du double-double. Il finit même la saison régulière quasiment en triple-double. Vraiment, le joueur, il est solide, constant. Il s'impose de plus en plus. Il n'a même pas 30 ans. Mais Sacramento fait pas partie des franchises sexy de la NBA. Du coup, Sabonis ne finit même pas All-Star. Mais du coup, à la trade deadline, on dit bye-bye à Harrison Barnes après 6 ans de bons et loyaux services. Et on dit bonjour à DeRozan. Oui, DeMar DeRozan arrive du côté de Sacramento. On tire parti du bordel qui se situe au niveau de Chicago et on renforce encore le pouvoir offensif. C'est très simple. Il faut marquer des points. Les Kings ont une défense moyenne et ils misent tout sur l'attaque. Vraiment, c'est des fous furieux. Sabonis, Fox,
DeRozan, ça peut marquer des points à tout va, comme si ça respirait. Et si derrière ça, avec Quarter, Emery, Sam et Détroit depuis le parking, toucher les 120 points, ça sera facile tout le temps. Du coup, il n'y aurait pas les problèmes de l'équipe et ça rajoute encore plus de star power. C'est un choix pour les playoffs. On va voir ce que ça va donner. Les Sacramento Kings, du coup, moi, je les vois en playoffs. Voilà, ça fait beaucoup de personnes que je vois en playoff, je sais. Mais ils ont leur place, ils vont confirmer. À eux de nous montrer qu'ils peuvent passer le premier tour. C'est ça qui est dur. C'est le 6e rookie de l'année à être élu à l'unanimité. Avec un début de saison en mode laboratoire, c'est-à-dire pas trop de consignes, Victor joue 4, on lui met un tank à côté. Bref, ils se sont un peu amusés comme ça. Et après, on va se calmer, on est début janvier, Victor se place au poste 5, Jeremy Sohan se place à son poste naturel, et à partir de là, les Spurs, c'est du n'importe quoi. Vraiment, ça devient très hypant. En un seul mois, on se demande si Wemby va pas arracher une place pour le All-Star Game, et derrière, il fait une place dans la ligue en tant que star, voire superstar. Il regarde Jokic ou Giannis dans les yeux, il regarde même certains de haut. Bref, l'année 1 de Wemby est un succès. Il a séduit la ligue, il a séduit tous les Français, il a séduit les détraqueurs, il m'a séduit moi. Personnellement, on n'a rien à lui reprocher et on a plus qu'une chose. Quand est-ce que les Spurs vont mettre un vrai projet autour de lui? Parce que lui, on veut le voir en playoff. On veut voir ce que ça donne un alien en playoff. Et pour aller en playoff, il faut gagner des matchs. Avant Wemby, ils ont gagné 22 victoires. Avec Wemby, ils n'ont gagné que 22 victoires. Donc oui, la concurrence est renforcée, etc. Surtout, ils ont fait 18 défaites consécutives. C'est énorme. Heureusement que Détroit les a déclassés. Mais j'oublie pas, moi. N'oublie pas, ils ont été nuls pendant un long moment. Si à ça, on ajoute toutes les fois où ils ont perdu dans le money time, parce qu'ils sont trop jeunes, parce que manque d'expérience, eh ben ceci explique cela. Du coup, cet été, on fait venir 2 vétérans, Chris Paul et Harrison Barnes. Ce sont 2 vétérans qui sauront encadrer les jeunes, leur donner des tips et leur permettront de grandir et de construire l'armada dont ils ont besoin. Devin Vassell va continuer de progresser et Wemby, l'année dernière, il tournait à 20 points de moyenne. En même temps, il était limité au niveau des back-to-back, il était limité en nombre de minutes pendant très longtemps. Là, il a un rameneur pour gagner des caviars, c'est-à-dire qu'il a plus besoin de se créer ses paniers par lui-même. Un alley-oop, un pick and roll et on va la balle au bon endroit. Ça suffira. On parle quand même de Chris Paul. Ça, il sait le faire avec tout le monde. S'il a réussi à le faire avec DeAndre Jordan, il saura le faire avec Wemby qui est plus intelligent et qui lui offre encore des possibilités différentes. Donc soyez pas surpris si demain Victor tourne à plus de 25 points de moyenne. Il en est capable, c'est l'an 2, même s'il sera attendu. C'est comme une équation dont on n'a pas encore trouvé la réponse. Même si Victor sera grandiose, faut pas se leurrer en même temps. Les Spurs, ça va juste tanker. Non, allez, soyons objectifs. Moi, les Spurs, je leur souhaite un play-in. C'est peut-être un peu ambitieux, mais avec un Victor qui pète avec l'an 2, on a quand même fait les JO. Il y a des choses qui ont été acquises, il prend beaucoup d'expérience et le gamin, il a faim, il a envie de gagner. C'est bon, je pense que jouer les fonds de tableau, c'est pas pour lui. Je coupe un flag, il va pas avoir envie. C'est son équipe, il sait quoi faire, il sait comment faire, let's go. On peut enfin le dire, c'est la fin de l'ère Kawhi. C'est bon, les Toronto Raptors se sont débarrassés des 2 derniers reliquats de titres de 2019. On dit bye-bye à Fred VanVleet qui a laissé éclater du côté de Houston Rockets et bye-bye à Pascal Siakam qui a été tradé à la deadline. Les Toronto Raptors ne sont pas allés en playoff et durant l'été, ils n'ont pas fait énormément de changements. Le plan, il est simple. Ils ont un Scottie Barnes qui a le potentiel d'un Pascal Siakam. Derrière ça, ils ont Emmanuel Quickley et ils ont RJ Barrett. Avec ça, normalement, c'est assez séduisant pour progresser et montrer des choses. Derrière, une fois que le noyau sera consolidé et qu'on croit au projet, on va mettre des joueurs autour pour pouvoir construire. Donc encore un développement. Les Toronto Raptors, du coup, c'est simple. Par la force des choses, ça va jouer le développement des joueurs et du coup, par la force des choses, eh ben, ça va tanker. Voilà. Du coup, Utah Jazz, ça tank ou ça essaie de faire quelque chose pour le play-in? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Et c'est ça le problème de la franchise. C'est qu'ils ont 31 victoires, trop faibles pour être une équipe qui tank et trop fort pour accrocher le play-in. Le projet n'est pas bien défini pour moi. Jusqu'au All-Star Break, ils étaient en course pour le play-in avec un Mark Cannon qui était dans la lignée de son MIP 2023 et un Keyonte George qui était assez solide à la main. Ensuite, quand on était dans la dernière ligne droite pour finir la saison, ils ont calmement rentré dans le rang et ils ont glissé dans les bas-fonds de la conférence Ouest, doucement,
mais sûrement. Comment dire? J'ai du mal avec leur intersaison parce qu'ils ont prolongé Lauri Markkanen. J'ai envie de dire pourquoi pas. Personnellement, je pensais qu'il allait partir du côté des Warriors dans un trade, mais Utah l'a prolongé. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est leur projet, ils vont travailler autour. Le problème, c'est qu'ils l'ont prolongé un jour après qu'il soit éligible à un transfert en février. Donc ils sont bloqués avec lui durant toute la saison. Sauf que Danny Ainge a une armée de pics. Ça sert à quoi d'avoir énormément de pics et de ne pas les utiliser parce qu'on est trop fort? Je sais pas. Vraiment, ça m'intrigue, je sais pas. Le Utah Jazz est un fort parmi les faibles. Et en NBA, ça s'appelle être ventre mou. Du coup, je sais pas quoi faire de cette franchise. Peut-être je me trompe, peut-être qu'ils comptent sur les pics des autres, mais en l'état actuel, je vois pas la direction. Et pour finir, parlons de Jordan Poole. Non, parce que quand il part des Warriors, c'est quand même le 3e Splash Brothers. Il a un talent fou, il est jeune, il est smooth. Ouais, quand il va être à Washington, il va tourner à plus de 30 points de moyenne, les Warriors ont tort de le trader. Quelle déception! Déjà, c'est un guignol. Il se fout de la gueule des gens. Il n'est pas professionnel. Jordan Poole, c'est vraiment une blague, c'est vraiment le guignol de la NBA cette saison. C'est triste. À côté de lui, Kyle Kuzma, lui, il est fiable. Une phrase qu'on n'aurait plus jamais prononcée avant le Covid. Il est sérieux, il montre l'exemple en tant que leader de la franchise. Et surtout, on a le fameux Bilal Coulibaly. Un très bon défenseur qui commence à augmenter sa palette offensive. C'est le chouchou de Washington. À l'intersaison, on fait venir Malcolm Brogdon et Valanciunas. Et faut pas se tromper, hein. Cette année, les Wizards, ça va sortir le bazooka. On va bien tanker. Tous les moves qu'ils ont fait ne servent qu'à une chose, avoir un maximum d'assets pour les prochaines années. Le reste, c'est du développement de jeunes. On va pas se casser la tête. On a récupéré le 2e choix de la draft. With the 2nd pick in the 2024 NBA draft, the Washington Wizards select Alex Sarr from Toulouse, France, overtime elite and Australia's Perth Wildcats of the NBL. Quand on vous dit que Bilal il a fait un boulot, les Français sont à l'honneur. Alex Sarr est choisi en numéro 2 de cette draft. C'est le 2e Français de la franchise. Bilal, il a fait un boulot d'un tête des dirigeants. Ils font confiance à la France. On aime. Voilà. Donc on va suivre Bilal, on va suivre Alex Sarr et on va suivre la course au tanking pour avoir Cooper Flag. Du coup, la tier list est enfin finie. Yes. On va faire un petit récap. Son favori, Boston et OKC. Les contenders sont Dallas, Denver, les Knicks et les Sixers pour moi. Au playoff, on retrouvera les Cavs, Indiana Pacers, les Lakers, les Clippers, Memphis, Miami, les Bucks, Minnesota, Orlando, New Orleans, les Suns, les Kings. Au play-in, Atlanta, Golden State, les Rockets et les Spurs. Le ventre mou, Chicago et Utah Jazz. Et pour jouer Cooper Flag ou Nolan Traoré, on aura Brooklyn, Hornets, Détroit, Portland, Toronto ou Washington. Voilà. Après, comme j'ai dit, ce sont mes prédictions à moi. Mes prédictions. Donc, si tu n'es pas content, soit tu m'envoies un commentaire, soit tu fais ta vidéo et je serai ravi de voir ce que tu en penses. En tout cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Et si c'est le cas, n'oublie pas de liker, partager, commenter. Nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo NBO. Et oui, cette année, il y en aura beaucoup plus. Et